Pendant de nombreuses années, les voies maritimes ont été le moyen le plus rapide, le moins coûteux et le plus efficace pour traverser les océans et relier les continents. Cependant, deux étroites bandes de terre, les isthmes de Suez et de Panama, longtemps infranchissables, obligeaient les marins à effectuer de grands et longs détours avant d'arriver à destination. Pour comprendre l'histoire de la construction du canal de Panama, il faut remonter au milieu du XIXe siècle. En 1850, la Californie est annexée par les États-Unis, et cela marque le début de ce que l'on appelle la ruée vers l'or. Pour relier les deux côtes, les chercheurs d'or utilisent alors des navires rapides, les clippers, qui contournent l'Amérique latine en passant par le Cap Horn. Ce chemin étant à l'époque plus sûr et plus rapide que la traversée des États-Unis en diligence. Il faudra attendre une vingtaine d'années pour que soit ouverte la première ligne de chemin de fer transcontinental. C'est aussi à ce moment-là que Ferdinand de Lesseps inaugure le canal de Suez. Fort de son entreprise menée avec succès en Égypte, le diplomate et homme d'affaires français décide de se lancer dans une aventure similaire au Panama. Pour cela, il crée la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama et achète des droits de concession à la Colombie dont le Panama est à l'époque une province. Les travaux débutent en 1881, mais l'entreprise va rapidement connaître de sérieux problèmes. Les épidémies de malaria et de fièvre jaune vont toucher de nombreux ouvriers. La saison des pluies va engendrer d'importantes inondations et un tremblement de terre ralentira fortement les travaux. Les coûts augmentent, les retards s'accumulent et les titres de la compagnie s'effondrent à Paris. Moins de 10 ans après le début des travaux, la Compagnie universelle fait faillite et Ferdinand de Lesseps, accusé de malversation, échappe de peu à la prison. Le Français sort ruiné du projet et meurt quelques années plus tard. Le liquidateur judiciaire crée alors la Compagnie nouvelle du canal de Panama, qui reprend l'activité et les droits de l'ancienne compagnie. C'est alors qu'entre en scène l'ingénieur Philippe Bunau Varilla, qui devient rapidement l'un des plus importants actionnaires de la nouvelle compagnie. Pour que les travaux reprennent et que le canal soit achevé, Bunau Varilla décide d'aller chercher des soutiens financiers à l'étranger. En 1901, il se rend aux États-Unis pour convaincre Washington et son président Theodore Roosevelt de racheter la compagnie et de finir les travaux. Les États-Unis sont prêts à acheter la compagnie pour 40 millions de dollars et entrent alors en négociation avec la Colombie pour s'assurer un droit exclusif de 100 ans sur le canal et ses environs. Toutefois, au dernier moment, la Colombie tourne le dos aux États-Unis et refuse de ratifier le moindre traité. Les États-Unis décident alors de soutenir le mouvement séparationniste panaméen qui vient d'entrer dans une nouvelle phase révolutionnaire. L'armée américaine envoie ses navires au large des côtes panaméennes, ainsi les forces colombiennes ne peuvent intervenir par voie maritime. À terre, c'est Bunau Varilla lui-même qui s'engage auprès des révolutionnaires pour stopper l'armée colombienne. L'indépendance de l'État du Panama est alors déclarée et rapidement reconnue par les États-Unis, la France et bien d'autres pays. En guise de reconnaissance de sa contribution à la Révolution, Bruno Varilla est alors nommé ministre plénipotentiaire de la République du Panama. Une de ses premières actions, en tant que ministre, sera de proposer les couleurs du drapeau du nouvel État, en s'inspirant de la forme du drapeau américain. Cependant, les autorités panaméennes souhaitent avoir la paternité de cet emblème national et lui préféreront un autre étendard, celui que nous connaissons aujourd'hui. Si Bunau Varilla ne parvient pas à imposer les couleurs du futur drapeau panaméen, ses visites ultérieures à Washington lui permettront de renégocier les bases du traité que la Colombie avait rejeté. Bunau Varilla compromet ainsi la souveraineté du Panama en accordant aux États-Unis la concession du canal à perpétuité ainsi que des droits souverains sur une zone de 8 km de chaque côté du canal. Une fois le traité Hay-Bunau Varilla signé, du nom du secrétaire américain John Hay, les Américains peuvent reprendre les travaux du percement du canal. Deux éléments vont permettre aux Américains de réussir à surmonter ce qui a amené à la faillite de la Compagnie universelle française. Premièrement, des mesures d'hygiène sont prises dès que surviennent des crises sur les lieux de construction. Ainsi, lorsque les Américains découvrent que ce sont les moustiques qui transmettent la malaria et la fièvre jaune, ils lancent une grande opération sanitaire afin de réduire le taux de mortalité sur le chantier. Deuxièmement, Roosevelt fait du canal un des enjeux majeurs de son mandat présidentiel et se rend au Panama pour donner un nouvel élan au chantier. C'est alors la première fois qu'un président américain en exercice se rend à l'étranger. En 1914, le canal est enfin percé par les Américains, plus de 30 ans après le premier coup de pioche français. Un grand nombre de navires transitent dès lors par le canal, et celui-ci devient sans conteste une source importante de revenus pour les États-Unis.
Le Panama est quant à lui partiellement privé des retombées économiques du canal et se retrouve avec un territoire coupé en deux. En 1956, l'Égypte décide unilatéralement de nationaliser le canal de Suez. Cet événement historique va pousser les Panaméens à revendiquer eux aussi leur souveraineté sur leur canal. Il faudra cependant attendre 1977 et de longues tractations pour que le président américain Jimmy Carter promette de restituer le canal au Panama, et ceci dès l'an 2000. En échange, le Panama se doit de garantir la neutralité du passage maritime. We are here to participate in the signing of treaties which will assure a peaceful and prosperous and secure future for an international waterway of great importance to us all. Aujourd'hui, le poids du canal dans l'économie du Panama est très important. Celui-ci contribue à 20% du PIB du pays. Enfin, en juin 2016, et après 9 ans de travaux, le canal fut élargi afin d'accueillir des navires de plus grande taille, alors que le commerce maritime mondial ne fait qu'augmenter.